Oui, j'aimerais vous présenter tout d'abord Jean-Paul Letourneau, qui a été mon compagnon. Jean-Paul, il était le directeur du campus 2, qui regroupait les 3e, 4e, 5e secondaires à Charlemagne. Moi, ce que je retiens de Jean-Paul, c'est un être vrai, qui ne parle pas des deux côtés de la bouche, authentique. Et ce qui m'épatait le plus, c'était sa grande humanité. Alors là, maintenant, il est question de moi. Alors, j'ai passé 40 ans dans l'enseignement. J'ai enseigné 2 ans au primaire. J'ai fait presque tout le reste de ma carrière au secondaire. Mais en plus de ça, le soir, 4 soirs semaine, j'enseignais aux infirmières le français en 10e, 11e et 12e année et l'année de perfectionnement pour aller au bac en nursing. Et puis le vendredi soir et le samedi toute la journée, j'étais chargé de cours dans les écoles normales comme professeur de pédagogie générale et comme professeur de méthodologie du français. J'ai fait ça jusqu'à la fermeture des écoles normales en 69. Et puis, comme on fermait les écoles normales, je suis allé enseigner au centre d'éducation à l'Université de Montréal comme professeur de didactique du français. Quelque chose qui a pris beaucoup d'importance dans ma vie. Durant 16 ans, j'ai travaillé dans le monde de l'édition, comme correcteur de texte, créateur de texte, comme conseiller pédagogique pour plusieurs maisons d'édition et le ministère de l'Éducation. Alors, dans les maisons d'édition, vous avez les éditions France-Québec, vous avez Québec-Amérique, vous avez les éditions Julienne, vous avez l'IDEC, et j'en oublie. J'ai été préfet de discipline, j'ai été principal d'école, j'ai été directeur des études, puis j'ai finalement fondé un collège. Ce rêve-là, comment tout ça a pris forme? J'aimerais ça que vous m'expliquiez pourquoi en 1987, on fonde un collège privé ici à Châteauguay. La naissance du collège, c'est une création instantanée. L'initiateur de la fondation, c'est Jean-Paul Letourneau. Alors, je vous raconte l'histoire. Au printemps 86, il vient à moi et il me dit « BP », parce qu'il m'appelait BP, Bernard-Pierre, c'est trop long. « BP, on fonde un collège. » Moi, je lui dis « oui ». J'ai dit « où ça? » Il me dit « à Châteauguay ». Je dis « OK ». Je dis « comment est-ce qu'on va l'appeler? » Il me dit « héritage ». Ben, je suis d'accord avec ça. Et à la suite de ça, Jean-Paul a trouvé le site, il a trouvé les constructeurs, il a trouvé le trust général. Ça a été son domaine. Et moi, j'ai foncé, j'ai plongé dans la pédagogie. Mais il faut dire qu'antérieurement, j'avais fait le travail pour un collège, Collège Saint-Angèle. C'est moi qui avais rédigé le document. Une deuxième expérience, c'est qu'on voulait ouvrir un collège à Bournois, dans l'ancienne école des classes Saint-Viateur. Puis ça n'a pas abouti. Alors j'étais heureux, parce que c'était un rêve de mes 8 ans, d'être dans une école à cœur de jour. Maintenant, ce qui est arrivé, c'est que Jean-Paul est resté à Charlemagne. Il s'est occupé de la partie logistique. Moi, j'ai démissionné
en 86 du collège Charlemagne. Et puis, j'ai passé mon été au travail en 86, une bonne partie de l'année 87. Puis pendant que Jean-Paul allait me chercher des appuis avec le maire Jean Bosco Boursier, avec l'échevin Léopold Gosselin, avec aussi Mme Pierrette Cardinal, qui m'a amené chez M. Ryan. Et M. Ryan m'a dit, M. Paquet, vous avez une belle plume, c'est clair, j'aime votre dossier. Et c'est ainsi qu'on a eu le permis. Mais un permis sans subvention. Parlons maintenant de la mission, hein, parce que ça reste que c'est une volonté d'avoir une orientation pédagogique qui est particulière. Hein, c'est ça qui vous a amené à fonder le Collège Héritage. Mais parlons de ses principes fondateurs, de sa mission. Une école, ça suppose 3 thèmes de base. Les connaissances, les habiletés et les valeurs. Alors, au Collège Héritage, on se proposait d'offrir des connaissances, de développer des habiletés et d'initier à des valeurs. C'était très important au collège qu'il y ait une formule. La formule, c'est que le ministère imposait 180 jours d'école. Alors, mais dans les commissions scolaires, très souvent, on perd des semaines en examen. Alors, ce que j'ai déterminé, puis il n'y a pas beaucoup de bulletins, 4 ou 5. Alors, j'ai divisé les 180 jours en 6 fois 30 jours. À tous les 30 jours, il y avait un bulletin. Les examens se faisaient à l'intérieur des cours. Quand les 30 jours étaient passés, on avait une fin de semaine de 4 jours. Qu'on aille se reposer, puis reprendre un œuf ensuite. Principalement, c'était ça. Puis ensuite, on disait « vous » au professeur. On prenait ses rangs. On entrait et on sortait en silence. Tellement bien que les inspecteurs du ministère, quand ils sont venus au collège, ils m'ont demandé où étaient les élèves. Mais ils reviennent à la récréation. Ils n'en revenaient pas. Voilà. Alors, la discipline, c'est important. Pas pour la discipline, pour se préparer à recevoir des cours. Puis un prof, il faisait pas un cours n'importe comment. Il devait commencer par la récitation des leçons. Très important. Je leur disais, évitez de donner des devoirs, ce sont les parents qui les font. Et puis, une fois que la récitation avait eu lieu, là, on passait au contenu du jour. Et on terminait avec la dictée des leçons du lendemain. Maintenant, il y avait un système. Il y avait une fiche de fichiers au tableau. Il y avait 2 fiches de fichiers. Il y avait la fiche des R et la fiche des C. La fiche des R, ça voulait dire rendement. Alors, il fallait avoir, à la récitation de leçon, un minimum de 7 sur 10. Des choses apprises la veille, là, 7 sur 10. Quand un élève n'avait pas 7 sur 10, on mettait un X à côté de son nom. Et puis, l'autre, la feuille des C, ça, c'est la conduite. Quand il y avait un manquement qui dérangeait les autres, ou dérangeait le prof, ou qui n'était pas correct, on mettait un X. Alors, l'élève voyait tout de suite dans quel sens le mois qui passait allait. Donc, c'est un peu une approche que vous avez connue, que vous avez voulu transposer, on peut dire, à l'ère moderne dans les années 80. Moi, j'ai pas connu ça. J'ai pas connu ça. Ça, c'est de mon cru. Parce que je trouvais que c'était important qu'un élève sache
où il en est. Et qu'est-ce que c'est que son professeur pense de lui? Et qu'on n'ait pas la mauvaise surprise à la fin du mois d'avoir un mauvais bulletin. Je vous ramène ici sur le site du domaine Richardson, le site sur lequel où se tient l'entrevue. Hein, on sait que le collège est fondé ici à Châteauguay, mais pourquoi à Châteauguay en particulier? C'est une raison très sobre, très simple en partant. Jean-Paul Letourneau demeure à Châteauguay. C'est un milieu qu'il connaît. Moi, j'habite Candiac. C'est à une demi-heure de Châteauguay. Donc, c'est pas un grand déplacement. J'ai pas besoin de vendre pour aller acheter ailleurs. Ça, c'est une raison. L'autre raison, c'est que je connais Châteauguay. J'ai travaillé déjà pour la commission scolaire comme conseiller pédagogique en français sous Jeannot Saint-Onge, dont je garde un très bon souvenir. Ce que j'ajouterais aussi, c'est que moi, je cherchais où installer le collège. J'ai observé qu'il y avait le collège Sainte-Anne-de-la-Chine où des élèves allaient, que beaucoup allaient à Rigaud. Maintenant, les élèves qui allaient à Sainte-Anne-de-la-Chine, ils étaient obligés de traverser le pont. C'était relativement loin de la maison. Alors, je trouvais que sur la rive sud, il y avait le collège Jean Damnay, il y avait le collège Charlemagne, dans la région de la Prairie, mais on n'avait rien à l'ouest. Et puis, comme Jean-Paul m'offrait la connaissance du milieu, qu'il avait les tuyaux avec M. Boursier, M. Gosselin, Mme Cardinal, on a profité des circonstances. Puis c'était un milieu qui nous paraissait intéressant. Parce que c'est un milieu très québécois, hein, avec une partie anglophone, je me souviens, qui était très agréable avec nous. Et c'est un milieu qui vient surtout du sud-ouest de Montréal. C'est ça qu'on m'avait appris. Des gens simples, des gens de valeur. En gros, c'est ça. Mais c'est une école qui a été achetée, hein, parce que... Ah bon? Alors là, ici, il y avait le manoir Richardson, qui était une espèce de centre d'hébergement de personnes âgées. Puis Jean-Paul apprend qu'il est à vendre. Alors, il a fait des approches. Et c'est lui qui, par après, a trouvé les constructeurs, le trust. Ah oui, il s'est renseigné pour voir qu'on ait le plus de terrain possible. C'est très simple, hein? Mettre un collège au monde, c'est très difficile. C'est long. Mais le concevoir, ça ne prend pas de temps. On fonde un collège. Où ça, Châteauguay? Comment est-ce qu'on l'appelle? Héritage. Il était conçu. Mais là, il y avait la grossesse à faire. On est rendu à parler de l'ouverture du collège. J'aimerais ça que vous m'expliquiez comment tout ça a pris forme. On a d'abord fait paraître dans le journal Le Soleil une annonce comme quoi on ouvrait un collège. On a fait ça à quelques reprises. De plus, j'ai préparé un dépliant que le service des postes a délivré dans les maisons de la région. Alors, on s'est fait connaître de cette façon-là. Ensuite de ça, on a annoncé des rencontres au sous-sol de l'église Saint-Jean-Baptiste. Et là, les gens venaient avec leurs enfants. Et moi, je présentais le collège. C'est de cette façon-là que ça s'est fait. Par après, il a fallu passer aux inscriptions. Alors, je venais ici au manoir, parce qu'il n'y avait que ça. J'inscrivais les élèves sur le coffre de mon véhicule. C'est vraiment ça qu'on a fait, parce qu'il n'y avait rien d'autre. Puis les parents me disaient, c'est sûr, là, hein,
c'est certain qu'il va y en avoir. Les gens étaient inquiets, il n'y avait rien. Et la construction du premier pavillon d'un étage a commencé, je vous en reviendrai pas, le 1er août. Et là, les gens de ma famille, les gens de la famille des constructeurs, sont venus travailler ici pour accélérer les choses. Et on a été capable d'entrer dans une école finie, un pavillon fini, le 9 septembre 87. Alors, ça a pris un mois aux constructeurs, puis à quelques personnes, à mettre les choses sur place. C'est comme ça que ça s'est fait. Et là, ça entrait, vous comprenez, j'avais des profs à payer, j'avais mon salaire aussi, il y avait des frais d'électricité, etc., d'éclairage. Alors, on a commencé, il fallait être disponible tout le temps, tous les jours. J'étais ici pour inscrire, tous les jours. Et à l'époque, on s'élevait le pavillon. Mais les personnes âgées étaient encore au manoir Richardson, où ils sont restés à peu près 2 ans avant de quitter et qu'on puisse utiliser le manoir. Et je sais qu'on a terminé la première année à 140 élèves. Mais c'est pas ce qu'on a eu au début. Au début, on a eu 2 classes de première, 2 classes de deuxième, puis on a commencé avec une vingtaine chacune, et ça a grimpé là, pour nous rendre à 140. Donc, vous avez vendu une école avant même qu'il y ait des installations. Tout à fait. Ça prenait un acte de foi des parents. Mais j'avais l'air d'un bon gars. Et puis, je leur disais, faites-moi confiance. C'est sûr, 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 sûr. Et je voyais qu'il y avait des gens qui venaient pour voir si c'était vrai. Alors, ils ont commencé à respirer quand ils ont vu la construction commencer. Elle avait, je me souviens, 180 pieds dedans. C'est la seule partie qui atteint un étage qui est contigu à l'ancien manoir Richardson. On va parler maintenant du quotidien du collège, c'est-à-dire le quotidien des élèves, mais aussi de votre quotidien à vous, là, pour la prochaine partie. À quoi ça ressemble une journée typique au Collège Héritage? On arrivait tôt le matin. Je venais avec 2 de mes enfants, puisqu'ils fréquentaient le collège. Et la journée, puis ils étaient dehors, à prendre l'air, sauf les jours de pluie. Puis la journée commençait avec un coup de sifflet, où tout le monde respectait le silence, restait sur place. Au 2e coup de sifflet, ils prenaient leur rang. Au 3e coup de sifflet, ils avançaient. T'sais, ça a l'air militaire de loin, mais c'était une école où c'était le calme, c'était paisible, ça nous préparait à travailler. Maintenant, il y avait des cours. Il y avait la récré le matin, la récré l'après-midi. Il y avait le dîner le midi. Et j'ai toujours eu un service très bien pour le dîner. Et l'école finissait à 4 heures. Alors là, c'était l'arrivée des autobus. Mais ma journée, moi, n'était pas finie. La première chose que je faisais, aussitôt que les élèves étaient partis, j'allais laver les toilettes. Parce que j'avais pas d'argent pour les concierges. Puis j'allais après ça imprimer les feuilles pour les professeurs, pour leurs élèves le lendemain, parce que j'avais pas de secrétaire. Puis après ça,
je recevais des parents pour des inscriptions. Et le temps passait, et là, je me trouvais une demi-heure, j'allais manger au restaurant qui est tout près, là. Je me souviens plus du nom, là, mais tout près. Leur fille venait au collège. Mais là, je retournais au collège. Et là, j'en avais jusqu'à 11h minuit. Parce que le soir, c'était les inscriptions. Puis le soir, c'était des parents qui s'arrêtaient. Parce que c'était comme une famille. Puis j'ai des parents, je leur ai servi malgré moi, de conseiller matrimonial. Parce que ce petit gars n'allait pas bien, la petite fille n'allait pas bien. Ou c'était le mari. Les gens venaient me raconter des choses, mais c'était pas dans ma tâche. Mais il fallait être humain. C'était ça un service personnalisé. Et puis je retournais chez moi vers les minuit. Et puis là, en arrivant, c'était le bain tourbillon absolument nécessaire pour relaxer. Puis j'avais peut-être un 4 heures de sommeil, 5 heures. C'était ça, une journée du fondateur du collège. Et à travers ça aussi, vous aviez des implications auprès des élèves durant la journée, quand vous aviez à leur parler, à vous adresser à eux, à leur transmettre des consignes. Tous les jours, il y avait un arrêt dans la grande salle. Et s'il y avait des choses qui clochaient, j'intervenais. C'était pas long, parce que les profs me disaient « Hey, nos cours, c'est 1 heure. » Alors, il fallait que je fasse vite, mais au fur et à mesure qu'il y avait des questions, je les réglais. Et comme on me l'a rappelé, comme je ne suis pas grand, je montais sur un banc pour être au-dessus de tous les élèves, tous les voir, pour ne rien me faire passer. Parce que c'est le rôle du préfet de discipline de deviner le mauvais coup qui s'en vient. Puis les élèves, eux, c'était rythmé, c'était constant. J'exigeais des professeurs aussi qu'ils soient constants, pas des crises de nerfs, pas des disputes inutiles. On est là pour aider. Important, ça. Puis on est là pour encourager, pas pour démolir. Donc, en plus d'être directeur général, fondateur, vous étiez secrétaire, concierge. Oui. Vous enseignez à travers ça? Ah ben oui, j'enseignais. J'avais une tâche complète d'enseignant. Oui. Puis le samedi, je venais avec mes enfants, puis là, on faisait, avec mes 3 enfants, et là, on faisait le ménage du pavillon. Ils ont été très généreux, tout le temps que ça a duré, jusqu'à temps qu'on soit subventionné, qu'on ait assez de fonds pour être capable de se payer du personnel. Parce que l'argent que j'avais, c'était pour les profs. Et les profs, là, fondateurs, là, on leur doit beaucoup. Mais en même temps, vous étiez un peu un homme à tout faire. Vous avez touché toutes les fonctions. Oui. Vraiment une école, là, de A à Z, je sais c'est quoi. Vraiment. Je vais même vous dire que j'avais pas d'argent pour acheter des pupitres. Je me suis ramassé à Lac-Mégantic parce qu'il y avait un bon prix pour des tables. Et les élèves, les premières années, ils étaient 3 ou 2, je ne me souviens plus, par table de 8 pieds. C'était ça qu'on avait dans les classes. Et mes professeurs avaient leur bureau, mais moi, j'en avais pas. J'avais une table. Il fallait prêcher par l'exemple. Fait que c'est vraiment de dire que vous êtes parti de zéro. Ah, rien. Il n'y avait rien. Vous étiez un passionné, vous vouliez que ça fonctionne. Ah, on n'avait pas le droit à l'échec. Parce que les gens me faisaient confiance.
Moi, je ne voulais vraiment pas les décevoir. Mais pour moi, une école, c'est un intérieur avant d'être un édifice. C'est un climat. Ce sont des objectifs précis, instructifs, éducatifs. Et humain. Humains. Ah oui. Oui. Donc, M. Paquet, on arrive tranquillement à la conclusion de cette entrevue. Moi, je voulais savoir quelle serait votre vision pour la suite, l'héritage qui doit persister sur le long terme par rapport à la création de cette école qui a pris forme en 87. Mais là, on est au secondaire. Il me paraît essentiel, moi, qu'on offre aux enfants des connaissances, qu'on développe des habiletés, puis qu'on les initie à des valeurs. Pas nécessairement ce qui est à la mode, ce qui remonte au passé, qui a eu de la valeur, et ce qui révèle aussi le présent et ce qui prépare le futur. Moi, je voudrais que les jeunes cherchent deux choses. Réussir leur vie, puis réussir dans la vie. C'est deux aspects différents et nécessaires. On ne peut pas réussir sa vie si on ne réussit pas dans la vie. Et c'est pas parce qu'on réussit dans la vie qu'on réussit sa vie. Il y a un jeu de valeurs, d'habileté et de connaissances. Il faut toujours chercher à être meilleur demain qu'aujourd'hui. Donc, ce serait le message que vous avez à lancer à nos élèves, nos profs, pour nos profs. Puis les profs. Moi, un prof, il peut faire toute la différence dans la vie d'un élève. Un prof, il faut qu'il soit à l'écoute. Un prof, il faut qu'il reste calme. Un prof, il faut qu'il soit constant. Un prof, il ne lâche jamais, en étant tout le temps aidant, positif. Donc, une valeur, ça persiste à travers les époques, ça transcende le temps. C'est ce que je crois, moi. Donc, la continuité, toujours le maintien des valeurs, mais dans une réalité du 21e siècle. C'est ça. C'est pour ça qu'héritage, c'est le nom pour une école, pour un collège. Oui. Et dans la continuation, d'où le fait qu'on tient l'entrevue ici, dans votre bibliothèque qui a été inaugurée en 2011. Ben oui. Qui porte votre nom. Oui, ça a été un grand acte de reconnaissance que j'attendais pas. Parce que quand on donne, on donne. On ne retient pas, on donne. C'est bien de recevoir. C'est ce que j'ai fait. C'est bien de recevoir aussi. Puis c'est agréable. C'est agréable, mais c'est tellement pas dans mon cheminement que je reste bouche bée la plupart du temps et intimidé. C'est pour ça que je vous dis, le meilleur de mon aventure, c'est l'ivresse d'avoir créé pour d'autres. Je suis un homme d'école. Mais ça paraît. Vous l'habitez, cette école-là. Elle vit en vous. C'est ça que je ressens. Ah ouais, hein? Ouais. C'est pas un job. C'est une passion à ce moment-là. Moi, je suis un passionné. C'est mon tempérament. Un passionné, créateur en plus. Il faut que ça bouge. Il faut que ça change. Donc, vous êtes l'idéateur de cette école. Oui, vraiment, là, je suis réellement le fondateur. Puis Jean-Paul est réellement l'initiateur. Si Jean-Paul n'était pas venu me voir, je n'aurais pas fondé l'école. C'est Jean-Paul qui m'a mis sur la route de Châteauguay. Écoutez, un grand merci à vous, Bernard-Pierre Paquet, de nous avoir accordé ce temps pour mieux apprendre à vous connaître, mais apprendre à connaître la genèse de cette école que vous avez fondée avec M. Letourneau. Merci, Jean-Paul.
Merci à vous. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir. Ça a été agréable. Mais après 25 ans de retraite, je me sens transporté sur un nuage dont je cherche le plancher. Je pense qu'on peut améliorer son milieu.